Bonjour tout le monde, amateurs d'histoire et étudiants du passé. Lorsqu'on aborde l'absolutisme de droit divin ou la monarchie française, le premier monarque qui nous vient à l'esprit est Louis XIV. Plusieurs le relient avec raison à la centralisation des pouvoirs dans la France du 18e siècle et sa célèbre déclaration « L'État, c'est moi ». Mais est-ce vraiment le cas? Louis XIV est-il réellement ce monarque qui brise la tradition moyenâgeuse de la noblesse de France et la royauté, qui partagent des pouvoirs entre eux? Pourquoi les rois de France auront-ils tendance à centraliser les prises de décision, tandis que les nobles perdront progressivement leur influence? Allons, tentons d'y répondre. Bienvenue à Pas d'histoire sans histoire. L'absolutisme de droit divin. Eh bien, il y a deux éléments à décrire dans cette expression, celui d'absolutisme, soit la monarchie absolue, et celui de droit divin, d'un pouvoir qui est attribué directement par Dieu. Tout d'abord, l'absolutisme désigne une forme de concentration des pouvoirs au sein d'un seul homme, ici le roi. L'objectif d'un monarque absolu, c'est d'abandonner le système féodal du Moyen Âge dans lequel chacun des propriétaires terriens dépendent les uns des autres, tout en ayant une forme d'indépendance dans les prises de décision. Dans ce vieux modèle, les pouvoirs du roi sont partagés avec l'ensemble de la noblesse et donc, le pauvre roi, il doit souvent se plier aux exigences de ses nobles. Au cours des 16e et 17e siècles, le roi de France s'impose et progressivement les pouvoirs du Parlement et de la noblesse leur sont retirés au profit de la monarchie. C'est l'absolutisme en devenir. Le droit divin est le pouvoir du roi qui provient de Dieu. Il n'est pas acquis, mais il est hérité. Cette notion du pouvoir royal remonte au couronnement de Clovis, roi des Francs, au tout début du Moyen Âge, vers 481 après Jésus-Christ. Clovis est alors baptisé puis couronné par l'évêque de Reims. Ce rite, le sacre, est alors perçu comme la matérialisation du pouvoir sacré du roi qui entretient un lien étroit avec Dieu. Cependant, au 15e siècle, les juristes français instituent la notion de monarchie de droit divin. Non pas confirmée par l'entremise de l'Église de Rome, mais plutôt provenant directement de Dieu. L'objectif étant de progressivement ravir les pouvoirs aux nobles, de s'émanciper du pouvoir de l'Église et d'imposer les volontés du roi. Bref, le roi ne veut plus rien savoir d'un pouvoir limité, ni d'une autorité morale, ni par un contrat social passé avec le peuple. En fait, il veut tous les pouvoirs. Le premier monarque français a imposé la centralisation du pouvoir et a retiré certains privilèges aux nobles des parlements est François Ier. Pour ce faire, il refuse de convoquer des États généraux, un rassemblement politique des représentants des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État, pour imposer ses réformes administratives et financières, par exemple, pour mobiliser d'importantes sommes pour combattre son rival, l'empereur allemand et espagnol, Charles Quint. François Ier augmente les taxes, uniformise les droits de douane sans discuter au préalable avec les représentants de la noblesse, du clergé ou du tiers-État. Ces derniers paieront ces diverses sommes au bon désir du roi. Du jamais vu. Au 17e siècle, l'absolutisme de droit divin est renforcé par un personnage renommé, le cardinal de Richelieu, surtout connu pour son alter ego dans les romans de Cap et d'épée d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, est au 17e siècle le premier conseiller et ministre du roi de France, Louis XIII. La régence désastreuse de la reine-mère, Catherine de Médicis,
veuve d'Henri IV, convaincra Richelieu de la légitimité de l'absolutisme. En effet, c'est Catherine de Médicis qui s'occupe de l'administration du royaume de France jusqu'à la majorité de son fils, Louis XIII. Tant espagnole, la régence se fit souvent confronter aux critiques de la noblesse à son égard et à sa capacité de s'occuper de son enfant. Il faut dire que Louis XIII était souvent malade. Qui plus est, certains nobles et autres gens d'influence à la cour redoutent que la mort du jeune Louis, sa possible mort, ne profite à sa mère étrangère. Vers 1615, le cardinal impose donc ses idées. Selon lui, le nouveau roi, l'État, ne forme qu'un seul et donc qui est mieux placé que le roi pour décider de tout. Le roi ne peut supporter aucune opposition et d'autre part, il ne peut pas partager son pouvoir avec personne. Au final, Louis XIV complète l'abandon des vieilles traditions médiévales avec des années de guerre civile, les frondes. OK, qu'est-ce que les frondes? Et Louis XIV, bon, c'est un jeune roi, 14 ans, en pleine guerre civile. C'est essentiellement une période de déchirement entre les élites de la noblesse française dans une lutte de pouvoir et une guerre fratricide. Ça veut dire entre frères, bref, entre Français. Durant ces années de conflit, les deux camps belligérants s'arrachent le jeune Louis pour en garantir la garde jusqu'à sa majorité. Ne désirant pas que les horreurs des frondes ne se reproduisent, Louis XIV réorganise donc à sa majorité l'administration de l'État et abolit les postes de premier ministre et de ministre auxquels ses prédécesseurs étaient si attachés. Chaque fonctionnaire doit donc lui rendre des comptes et le roi ne s'entoure que de secrétaires qui doivent en tout temps, avec son accord, sur tout geste à commettre pour l'État français. C'est le plus pur des absolutismes. Seul le roi connaît la raison de l'État, une espèce de mystère divin conféré par Dieu lors de son couronnement et peut prendre des décisions. Ce roi absolu est autoritaire. Il est le défenseur du bien commun. Ainsi, pour renforcer son autorité, Louis XIV impose des rituels à la cour, tels que le petit et le grand lever, consistant à assister au réveil du roi. Quiconque n'assistait pas à ce genre de rituel se voyait éjecté de la cour. De grands projets furent aussi mis de l'avant, tels que la construction du château de Versailles, que tout le monde connaît, un immense palais en banlieue de Paris qui sera en constante évolution jusqu'à la fin de la monarchie française. Le pouvoir absolu du roi obtenu de Dieu directement fera l'envie des autres monarques, notamment ceux de l'Angleterre, qui, depuis le 13e siècle, avec la Grande Charte, doivent partager leur autorité avec les seigneurs des grandes familles anglaises. Certains tenteront, d'ailleurs, d'imiter la monarchie française, mais l'absolutisme de droit divin demeurera longtemps une affaire de la France. Voici ce qui met fin à cette capsule. J'espère sincèrement que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou juste avec un petit pouce en l'air. Je remercie le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, bon employeur, pour me donner l'opportunité, dans le cadre de mes fonctions d'enseignant, de vous proposer ces petites capsules. Je remercie également le musée de Vaudreuil-Soulanges de m'avoir accepté au sein de ces lieux pour filmer ces petites capsules. Allez! Amateurs d'histoire et mes amis, à bientôt. Bye bye.